à toutes et à tous. Vidocq salue tous les lucides, libérés des conditionnements. Un philosophe a dit « Il y a ceux qui savent, ceux qui sont susceptibles de savoir en menant leur combat, et ceux représentant le reste. Que cela plaise ou non, c'est un fait, et l'histoire de l'humanité le prouve. » Comme l'a dit ce même philosophe, l'être humain ne bouge pas tant que rien ne l'y oblige, d'où l'incurable égoïsme et les visées à court terme. Petit moujon, dormez bien, car à l'ère de l'information, l'ignorance est un choix. Mais avant d'entamer ce post-it, l'introduction habituelle s'impose. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Les documents de la CIA qui viennent d'être déclassifiés montrent les liens étroits et durables entre les services de renseignement américains et les nationalistes ukrainiens depuis 1946. D'après le rapport de l'agence de la CIA, il est clair qu'ils ne se sont pas trompés sur la nature des organisations nationalistes ukrainiennes ou sur leur chef, Stefan Bandera lui-même. Selon un rapport de l'OSS datant de septembre 1945, Bandera s'était forgé une réputation féroce pour avoir fait régner la terreur pendant la Seconde Guerre mondiale. Après la Seconde Guerre mondiale, Bandera et d'autres dirigeants nazis ukrainiens ont fui en Europe, où la CIA les a aidés à se cacher. Le procès de Nuremberg de 1945 et 1946 ont traduit en justice les dirigeants politiques, économiques et militaires de l'Allemagne fasciste. Mais les nazis ukrainiens n'ont pas connu le même sort et certains se sont même vus accorder des indulgences par la CIA. En 1954, la CIA excusait les activités illégales de la branche sécurité de l'UVO au nom de la nécessité de faire face à la guerre froide. En 1949, Mykola Lebed, l'homme responsable des massacres en Pologne, a été transféré aux États-Unis car il est mort en 1998 sans jamais faire l'objet d'une enquête ou de poursuite en tant que criminel de guerre. En 1952, la CIA a pris des mesures pour protéger le leader nationaliste ukrainien Mykola Lebed d'une enquête criminelle menée par le service d'immigration et de naturalisation. Peut-être que Bandera avait perdu son utilité pour les États-Unis ou peut-être que les agents du KGB ont été plus malins que la CIA, mais en 1959, Stefan Bandera, le leader des nationalistes ukrainiens, a été tué à Munich où il se cachait sous le nom de Stefan Popol. Il serait juste de dire que Bandera est devenu un symbole majeur du nationalisme ukrainien par pur hasard, car il n'était ni son seul leader, ni le plus puissant. Dmytro Dontsov était le père de la doctrine totalitaire d'extrême droite en Ukraine. Andriy Melnik était le chef d'une autre faction de l'UVO. Roman Chukovitch était le général de l'armée insurrectionnelle ukrainienne et d'autres ont largement contribué au mouvement. La dangereuse idéologie de Bandera, réprimée par les autorités communistes mais soutenue par des forces extérieures, n'est jamais vraiment morte. Les graines du nationalisme ukrainien ont été transmises de génération en génération. Malheureusement, ce n'était qu'une question de temps avant qu'elles ne s'épanouissent à nouveau. Alors, les gens qui appellent à une intervention de l'OTAN sont évidemment des fous, carrément des fous, où ils savent très bien ce qu'ils font je veux dire, en tentant de provoquer cette troisième guerre mondiale-là. Après la chute du mur de Berlin, ne nous a-t-on pas dit qu'il n'y aurait aucune extension de l'OTAN vers l'Est? Aucune extension de l'OTAN vers l'Est, oui, c'est confirmé. Malgré tout, celle-ci a tout de suite commencé. Il y a eu 2 vagues d'extension de l'OTAN vers l'Est. Et cela, n'est-ce pas un mur? Oui, ce n'est pas un mur matériel et réel, mais c'est plutôt un mur virtuel et invisible. Mais on a commencé à ériger ce mur. Et le système de défense américain antimissile en Europe le long de nos frontières, n'est-ce pas un mur également? Comprenez, personne n'a stoppé cela. Et c'est cela le problème principal des relations internationales d'aujourd'hui. Nos partenaires n'ont pas freiné. Ils ont décidé qu'ils étaient les vainqueurs, qu'ils constituaient l'Empire et que les autres étaient les vassaux, qu'il s'agit de descendre. Les journalistes disent, sur tous les plateaux, les journalistes disent il n'y a pas eu d'accord. Et ça, c'est complètement faux parce qu'un rapport déclassifié montre qu'il y a bel et bien eu un accord entre l'OTAN et le pacte de Varsovie, entre les Russes, les Allemands et les Américains, à l'effet qu'il n'y aurait pas d'extension à l'Est. Je vais vous montrer ce rapport. On nous dit, est-ce que la Russie
peut demain envahir l'Ukraine. On a l'impression que c'est la Russie qui est en train de se rapprocher de nous. Non, c'est pas ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est l'OTAN qui se rapproche progressivement de la Russie. À la chute de l'Union soviétique, il avait été promis aux Russes que l'OTAN ne s'étendrait pas au niveau des frontières de la Russie. Les Américains n'ont pas tenu leur parole. Vous avez cet article de l'Humanité qui cite une publication du journal allemand Der Spiegel, très solide, qui explique « Ukraine, mensonge de Washington, des archives de l'OTAN classées secret défense le prouvent ». Un document publié par Der Spiegel souligne que les accords ont bel et bien été passés avec Moscou dès 1991 pour ne pas élargir l'Alliance atlantique au-delà de l'Elbe. Ça, c'est une rivière en Allemagne. OK? Les participants britanniques, états-uniens, français et allemands couchent sur papier leur engagement à circonscrire l'Alliance atlantique au territoire de l'Allemagne unifiée. Mais pas au-delà. Une telle expansion serait inacceptable, est-il dit explicitement. Et là, ils disent « Nous avons clairement indiqué lors des pourparlers que nous n'étendons pas l'OTAN au-delà de l'Elbe », explique Jürgen Schorborg, le représentant. Alors, qu'est-ce qui a été promis officiellement maintenant, confirmé à la Russie? C'est que l'OTAN ne dépasserait pas l'Elbe. Ici, vous la voyez, c'est la ligne bleue, l'Elbe. Voilà, une rivière en Allemagne. OK? Et là, regardez l'expansion, hein? L'OTAN, déjà en 1998, il y avait eu une première phase d'expansion. Depuis 91. Et là, 2022, regardez, ça n'a cessé de continuer. Vous avez ici la barre bleue du côté 2022, c'est l'Elbe. Qui est l'agresseur? Donc, l'OTAN qui avait promis de ne pas s'étendre et qui a complètement rompu sa promesse, comme lors du reset russe avec Lavrov, Hilary Lavrov en 2008, alors que ils ont fait un coup d'État en Ukraine en 2014. Ce sont des salopards, OK? Puisque Vladimir Poutine a demandé à son chef d'état-major et à son ministre de la Défense de mettre la dissuasion nucléaire russe en alerte, dirons-nous, en alerte de premier niveau. En fait, en cela, il répond à deux personnes, on peut dire. Tout d'abord, au discours qui a été fait à Munich par le président Zelensky, où il a demandé qu'on lui donne des armes nucléaires pour se battre contre la Russie, ce qui était complètement délirant. Ça a d'ailleurs été une des raisons pour lesquelles Vladimir Poutine a décidé finalement d'adopter ce que j'ai appelé le plan B, c'est-à-dire cette offensive générale en Ukraine, et également au fait... Donc, il explique ce que je viens d'expliquer sur l'Ukraine et les armes nucléaires. Et deuxième raison... Le ministre des Affaires étrangères français, donc Jean-Yves Le Drian, a déclaré il y a 3 jours que la Russie devait comprendre que l'OTAN était une puissance nucléaire. Donc il répondait en cela à ce que Vladimir Poutine avait essayé, visiblement sans succès, d'expliquer à Emmanuel Macron, c'est-à-dire que l'Ukraine ne pouvait pas rentrer dans l'OTAN, puisqu'avec l'article 5, et dans la mesure où l'Ukraine contestait le territoire de la Crimée à la Russie, ça voudrait dire qu'automatiquement la France et l'Allemagne étaient en guerre contre la Russie, et que étant donné que la France et la Russie étaient des puissances nucléaires, ça pouvait finir en guerre nucléaire. Donc Vladimir Poutine a essayé d'expliquer ça à Emmanuel Macron. Visiblement, ça n'a pas été compris. Ça n'a surtout pas été compris par Jean-Yves Le Drian, qui n'a rien trouvé de mieux que le lendemain de menacer en fait la Russie en expliquant que l'OTAN était une puissance nucléaire. Donc voilà. Donc dans ce cadre-là, Vladimir Poutine a décidé de mettre en alerte le système de dissuasion russe, sachant que avec la doctrine récente de la Russie, le premier niveau de dissuasion, ce n'est pas le nucléaire, ce sont les missiles hypersoniques, qui permettent de détruire n'importe quel porte-avions, n'importe quel bateau, n'importe quelle cible à Mach 10, donc sans qu'aucun système de défense actuel puisse être utilisé. Donc... Et là, rappelez-vous que les médias qui vous informent présentement sur la Russie sont les mêmes qui vous ont vendu le coronavirus depuis 2 ans avec son lot de mensonges et de désinformation. Ce sont les mêmes qui ont dit que Trump était un agent russe. Hein? Ex-FBI agent says Trump compromat has Trump in a bind. Hein? A new report adds evidence that Trump was a Russian asset. Hein? Trump est un agent russe. On nous disait aussi, pendant 4 ans, ils nous ont dit que Trump est un agent russe. Là, il y a une enquête criminelle là-dessus.
Il y a une enquête criminelle sur ces mensonges-là et la participation des médias à ça. Et donc, il devrait aussi y avoir des enquêtes criminelles sur les journalistes qui font de la fausse propagande de guerre. Des généraux français à la retraite qui ont pris des positions sur différents sujets. Donc moi, c'est ce que j'appelle un peu le défilé des Gamelins. Donc on a eu Gamelin qui nous a expliqué que dans la doctrine militaire russe, il était question de faire une frappe nucléaire pour débloquer une situation. Ça a été d'ailleurs repris également par le général Trinquant, donc ce même général qui mettait Sochi en Crimée. Je vous renvoie à la vidéo que j'avais faite à cette époque. Donc tout ça, c'est de la fumisterie. Encore une fois, moi j'ai fait ma maîtrise d'histoire sur la doctrine nucléaire tactique. Là, aujourd'hui, la doctrine nucléaire russe, il n'y a pas de nucléaire tactique. Je ne sais même pas où ils ont trouvé ça. Lorsque j'avais travaillé sur l'emploi de l'arme nucléaire tactique, c'est ce que j'avais justement découvert dans la doctrine soviétique, c'est qu'en fait, eux-mêmes ne croyaient pas à l'emploi tactique, à un emploi limité tactique de l'arme nucléaire et considéraient que de toute manière, toute guerre avec l'Occident serait nucléaire et que donc ils frapperaient en premier avec des armes stratégiques et qu'en gros, ce serait la fin du monde. En tout cas, le général Desportes comparait Poutine à Adolf Hitler en 2014. Donc il ne faut pas attendre grand-chose d'intéressant de la part de ses commentateurs. Ce qui est plus inquiétant, c'est qu'il a commandé l'école de guerre, donc ça en dit long sur le niveau des officiers généraux en France. Dans la série des Gamelins, il y a également le général Gomard, donc qui commandait la direction du renseignement militaire, qui a évoqué tranquillement l'assassinat de Vladimir Poutine comme une solution pour mettre fin à la guerre. Donc c'est une double erreur. Première erreur parce que c'est imaginer que Poutine est tout seul à décider ça, qu'il n'y a pas derrière lui toute une partie des élites russes qui considèrent que désormais la Russie n'y a pas le choix, ce que considère d'ailleurs aujourd'hui la population russe. Donc, mais cela rejoint, et c'est pour ça que je parle de double erreur, ce qu'on a pu entendre de la part de Bruno Le Maire, de la part d'Emmanuel Macron, de la part de Jean-Yves Le Drian, qui rappelle à Vladimir Poutine que l'OTAN est une puissance nucléaire et qui se demande pourquoi après la Russie met en alerte ses forces nucléaires à elle. Donc on est en train d'atteindre le paroxysme de l'hystérie en Occident. La grande pandémie, tout le monde comprend maintenant qu'il s'agissait bel et bien d'une gigantesque farce qui doit s'arrêter séance tenante pour passer à une autre entourloupe, la persécution de l'Ukraine par Vladimir Poutine. Une bien mauvaise farce. Le sujet, dorénavant interdit du Covid-19, laisse place au sujet obligatoire de la méchante Russie. Chaque pièce est de chaque pion sur l'échiquier mondial. L'Ukraine, il faut le savoir, est un pays qui constitue un point névralgique et stratégique pour la plutocratie. En effet, ce pays renferme les intérêts matériels et financiers des personnes les plus riches du monde. La famille Rothschild, George Soros en premier lieu et bien d'autres oligarques. Une marionnette a été achetée par cette plutocratie. Cette personne a déjà joué le rôle d'un président pour la télévision. On lui a demandé de jouer le rôle de président pour l'Ukraine. Vous avez bien sûr reconnu Volodymyr Zelensky. L'actualité du moment révèle que ce monsieur, à l'allure modeste, joue parfaitement son rôle de président persécuté par la méchante Russie. Mais à voir de plus près, on constate que ce monsieur fait déjà partie des ultra-riches avec des comptes offshore situés dans des paradis fiscaux comme les îles Vierges britanniques, le Belize, Chypre et les îles Samoa. Aujourd'hui, nous savons de sources sûres que l'Ukraine est parfaitement épaulée par l'OTAN pour les moyens militaires, les armes, les véhicules blindés, etc. La CIA, quant à elle, apporte une logistique humaine et une formation des nouveaux nazis. Voici donc comment le pays a commencé en 2014 à pilonner le Donbass, le Lugansk et Donetsk à l'aide de l'OTAN. C'est là que l'on commence à constater que le président milliardaire joue son rôle induit par l'État profond. Est-il nécessaire de le dire? Mais surtout, il ne faut pas en rester là. Ne baissons pas les bras et réagissons. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères.